Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on avait dénoncé la 66, et du coup, à l'avantage de la CCUE, et que du coup, j'en avais compris que du coup, on revenait dans le droit du travail, quoi, si on perdait effectivement cette 66. Voilà, c'est ce qui a quand même été circulé au niveau de tous les salariés, c'est-à-dire que la 66 avait été dénoncée, et que bientôt, on reviendrait sur le simple droit du travail, quoi. Donc du coup, effectivement, ça me fait très plaisir, hein, l'explication que vous avez donnée, et puis très très limpide et très très claire. Cette question est très importante. L'utilisation de la peur, de notre peur. C'est vrai que les employeurs aujourd'hui nous mettent une pression de dingue par la politique de la peur. La peur, la menace. De toute façon, si vous ne signez pas, on dénoncera. On dénoncera la convention collective. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que qu'est-ce qu'il croit ? Il y a des textes qui encadrent la dénonciation d'une convention collective. Et en l'occurrence, du coup, ça ne se passe pas de façon aussi simple que ça quand on dénonce une convention collective. Dans la 66, vous avez 6 mois plus 12 mois. Nous, on en a 3 plus 12. Mais on négocie quoi quand on dénonce ? On négocie sur son périmètre. On négocie sur son périmètre. C'est pas une dénonciation implique l'obligation de renégocier, que à la fin on aboutisse à un accord ou pas, hein. Mais ça oblige à renégocier cette convention pendant, pour la 66 avec 3 mois de plus, voilà, 15 mois ou 18 mois pour la 66. Donc ça, c'est important. Et pour vous rassurer aussi là-dessus, donc en l'espèce, il a été attesté qu'on n'est pas dans le cadre d'une fusion des conventions collectives, contrairement à ce que certaines organisations ou certaines camarades peuvent dire. Il faut faire très attention parce que la fusion amène des droits justement aux autres organisations syndicales qui sont représentatives dans les autres conventions collectives et qui nous amèneraient la CFTC, la CFE-CGC et l'UNSA. Si on était dans une fusion, en termes de rapport de force, ce ne serait pas la même. Donc là, on est sur la négociation et la création d'une convention collective. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une fusion des conventions collectives, puisque vous avez bien compris qu'il n'y a pas que des conventions collectives sur le périmètre de la base. Donc, juridiquement, quand les employeurs vous disent eh bien, de toute façon, si vous ne nous suivez pas, vous allez nous faire perdre les enveloppes budgétaires, et puis de toute façon, on va aller à la dénonciation. Mais c'est une menace, mais ils ne sont pas assis sur deux. Hein. S'ils dénoncent, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils n'en savent rien. Parce qu'il y a des critères, en fait. J'ai fait des recherches juridiques qui pourraient dire on dénonce la 51, on dénonce la 66 et on demande à négocier sur un périmètre plus large. Pour faire ça, ils doivent dire ce périmètre plus large, ça doit être une convention collective. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas la dénoncer et dire on se rattache au périmètre de la base. La base, aujourd'hui, n'ayant pas de convention collective, c'est le critère juridique pour pouvoir dénoncer sa convention et demander à négocier sur un périmètre plus large. Donc, bluff et menace, ça marche, ça nous met en doute, ça nous met à mal, ça crée des divisions entre les salariés, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils prétendent. Et s'ils y vont, je ne suis pas sûre que ce soit nous les plus gros perdants, nous les salariés, quoi. Donc il y a un groupe de travail fédéral qui a été mis en place pour construire développer, on va dire, le projet existant déjà de la CGT sur la CCUE, qui était devenu obsolète et qui n'abordait pas toutes les thématiques avec un certain nombre de précisions. Voilà, il manquait peut-être de précision, il manquait certaines thématiques. Je remercie, je ne sais pas comment dire que je les remercie plus, je n'ai pas le mot pour dire plus. Voilà, en tout cas, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un groupe de travail donc, qui est copiloté par donc, un camarade qui s'appelle Guillaume Salis, qui est du secrétaire du SD du 22, c'est les Côtes d'Armor, c'est en Bretagne aussi, à côté de chez moi, et moi-même, puisque je suis pilote de la base, donc ça pour faire le lien
en négo, l'actu des négociations, tout ce sur quoi le travail va travailler prioritairement, etc., en fonction de ce dont on a besoin pour nourrir les négociations, et qui, du coup, sont des camarades de territoire qui n'ont pas le temps donné pour ça, qui le font de façon bénévole sur leur temps de délégué syndical, sur leur temps libre, sur le temps qu'ils arrivent à gratter à droite et à gauche en termes de droits. Et donc, pour moi, c'était important de le dire parce que du coup, c'est un travail national mené par des copains de terrain qui donnent sans se poser la question de leur temps. C'est un investissement important de leur part, et voilà, je tiens vraiment à remercier ces camarades de territoire. Comme ils sont de territoire, et du coup on est sur la réalité du travail. Ce groupe de travail, c'est un mandat. Ils ont un mandat de la CE fédérale qui est de proposer un projet, et donc un projet qui va être amendé par les membres de la CE fédérale d'une part, qui seront ceux qui valident. Mais c'est aussi pour ça qu'on vous en fait la présentation, parce que il n'y a aucun système qui est jamais parfait. C'est difficile de trouver. S'il y avait un système de classification rémunération parfait, ça se saurait et on le reprendrait un modèle. Mais en tout cas, de savoir que on a des bases revendicatives confédérales et fédérales, qu'on est à la CGT, et que du coup, on est orienté et guidé par ces orientations confédérales et fédérales. Et que donc, on n'invente pas certaines revendications, on est dans les revendications de la CGT apportées dans le cadre des conventions collectives. Ce qui est important pour nous au niveau des orientations, c'est que ça doit être simple, facile à comprendre pour tous les salariés, pour qu'ils puissent savoir et comprendre leurs droits. Quels sont leurs droits? Cette CCE, elle doit être lisible, compréhensible par tous. Pas une usine à gaz où on est incapable de faire les calculs comme ce qui se passe dans la convention collective des CLCC, parce que tout dépend de si votre chef hiérarchique va accepter que vous augmentiez votre salaire ou pas, parce qu'il a trouvé que vous étiez un bon salarié ou pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Nous, on a été incapables de reconstituer les salaires des salariés des CLCC. C'est tellement variable et individualisé, en réalité, qu'on est incapable. Donc, c'est une moyenne, hein, mais voilà. Aucun critère classant, un salaire... CLCC, Centre de lutte contre le cancer. Pardon. Bonsoir. Ouais, pardon. Et ce salaire au mérite, entre guillemets, on le retrouve aussi dans les RHJ, les anciens FJT qu'on a pour certains dans les associations. Oui. Avec des salaires incompréhensibles. Pourtant, il y a des trucs là. Et des conditions de travail terribles sur les amplitudes horaires et compagnie. C'est quand même. C'est des esclaves, quoi. Les copains, c'est des esclaves. Donc, la CGT, elle porte de ne pas avoir de critère classant, un salaire qui est déterminé à la qualification et à l'ancienneté. Évidemment, qu'on porte le maintien de l'ancienneté. Que les garanties doivent être le plus collectives possible pour éviter des injustices que celles qu'on a connues avec les exclus du Ségur. Donc c'est pas forcément par profession qu'il doit y avoir des petits plus où on est sur un salaire déterminé qualification ancienneté. Donc voilà. Les revalorisations doivent être conséquentes de salaire, j'entends. Le doublement à minima, ce sont donc les repères de nos orientations confédérales, où le salaire doit doubler entre le début et la fin de carrière. Le respect donc, des niveaux de diplôme, des diplômes en eux-mêmes et du niveau de qualification qui leur est attaché. L'égalité professionnelle, bien évidemment, au cœur des orientations de la construction d'une convention collective. Et le maintien, en termes d'orientation fédérale, c'est à minima le maintien du meilleur des garanties collectives existantes dans les champs privés et associatifs. Et évidemment, ce que vous avez entendu beaucoup, surtout la période avant le congrès, peut-être le dernier congrès confédéral et après, c'est le retour à l'échelle mobile des salaires pour ne plus subir l'inflation. Ce sont les revendications de la CGT et donc dont nous devons, on doit intégrer dans la construction d'un projet. Et sur les bases revendicatives concrètes, confédérales, aussi concernant les salaires, la revendication confédérale, c'est un SMIC à 2 000 €,
brut pour les salariés qui n'ont aucune qualification. Alors sur ça, moi je vous invite à prendre le 4 pages, en fait, et aller sur la page 2. Vous avez en fait encadré les bases revendicatives de la CGT qui remontent en fait justement les 8 niveaux, avec le premier qui est le niveau infra 3, c'est-à-dire qui sont les niveaux sans qualification, où vous revoyez en fait donc le fameux tableau dont Julie va parler. C'est la nomenclature européenne, les niveaux de qualification sont déterminés au niveau européen de 8 niveaux. Nous, la CGT regroupe les niveaux 1 et 2 parce qu'ils concernaient les salariés de toute façon sans qualification. Donc la CGT a regroupé les 2 premiers, qu'elle appelle infra 3. Et donc là, on est à un salaire d'embauche. Attention aussi, il s'agit du salaire d'embauche. Salaire à l'embauche. Donc l'équivalent de 2 000 € qui correspond au SMIC CGT. Et ensuite, justement, par niveau de qualification, un salaire qui est proportionnel en fonction du niveau de qualification. Vous avez donc les proportions qui vous sont données dans ce tableau. Lorsqu'on parle de une fois le SMIC, donc soit 2 000 € brut, donc on dit en fait que le SMIC CGT doit être à 2 000 €, il doit commencer à 2 000 €. Ça veut dire que 1,2 fois le SMIC, qui est à 2 000 €, ce sera donc 2 400 € brut. Et puis on continue, le niveau 4 deviendrait 2 800 € brut, le niveau 5, 3 200 € brut, le niveau 6, niveau bac plus 3, 3 600 € brut, le niveau 7, bac plus 5, 4 000 € brut, et à l'octorat, ce serait 4 600 € brut. On les invente pas, hein, ça c'est vraiment ce que revendique en fait la CGT. C'est les repères confédéraux. Exactement. Donc les camarades du groupe de travail, ils sont partis, pas sur la base de rien, sur la base de tous ces repères confédéraux, de toutes ces orientations confédérales et fédérales, plus les conventions collectives existantes et les droits existants. Et le projet, regroupe tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois on est là en disant mais qu'est-ce qu'ils disent, c'est complètement taré, en fait ça va trop loin. En vérité non. Quand on regarde déjà, nous, dans notre secteur, à niveau de qualification égale, on est les moins bien payés. On se doit de toute façon d'avoir ces orientations qui nous permettent d'essayer d'avoir le mieux possible, parce que sinon c'est pas nous qui le disons, c'est pas les autres qui vont faire. Sur un point, sur la proposition de système de classification et rémunération, il y a quand même un point en fait qui nous semble important, de préciser, c'est la différence entre les métiers, l'emploi et la qualification. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous en échangez en fait souvent, soit par le biais de vos métiers, soit par le biais en fait de l'organisation syndicale. Nous on s'appuie en fait sur le CEREC, qui est le centre d'études de recherche de qualification, pour essayer de définir un peu ces choses, notamment de définir le métier. Le métier renvoie à une transversalité qui dépasse le cadre organisationnel où il est exercé. C'est une construction sociale à laquelle contribue la formation, puis surtout la pratique professionnelle elle-même. Donc formation, pratique professionnelle, formation, expérience, même s'ils sont des formes variables d'un lieu à l'autre, qui tiennent à l'organisation du travail, aux techniques utilisées, aux produits ou services réalisés, le métier renvoie toujours à l'idée d'un noyau dur de savoir et de savoir-faire mobilisé, quelle que soit l'entreprise où il est exercé. Alors ça, c'est un sujet en fait qui est central. C'est un peu le blabla qu'il y a eu sur la dernière négociation. Comme les organisations syndicales commencent à présenter en fait leurs propositions, on commence à parler de finalement c'est quoi un métier, c'est quoi un emploi, c'est quoi une qualif, etc. Et c'est là où on comprend en fait que les employeurs ne voient pas du tout le métier, ne voient pas du tout le métier. Eux, ce qui vont les intéresser, ça va être l'employabilité. Je te prends, je t'emploie, et puis voilà. T'as des compétences autres, mais en fait je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te prendre essentiellement pour faire ces tâches. Et c'est là où on revient en fait dans leur système qui est sur une classification qui potentiellement serait par rapport à des tâches, mais serait par rapport à des activités qu'il y a à faire, et non pas en fait sur le métier dans son intégralité. Quand on parle d'un métier, en fait, on le voit, nous on s'appuie en fait sur les fiches RNCP, répertoire national, compétences professionnelles. Ces RNCP, en fait, ça permet de dire, voilà, tel métier, que ce soit un AS, une AS, que ce soit un infirmière, que ce soit un éduc, un éducateur technique ou autre, on a une compétence, parce qu'on a des compétences, et c'est pas quelque chose qu'il faut dénigrer en fait, même si les employeurs sont saisis, on a des compétences qui sont multiples. Et notre emploi nous permet de définir en fait l'ensemble de ces compétences.
Mais quand je vais travailler en fait avec des personnes en situation de handicap, ou quand je vais travailler en fait en MEX, c'est pas forcément les mêmes compétences en fait qu'on va utiliser. Et donc mon employabilité va dire peut-être que vous utilisez cette compétence et cette compétence, alors que dans l'autre structure, ça va être d'autres compétences. Quelque chose qui se voit vraiment beaucoup plus peut-être si on prend une différence entre des aides-soignantes qui vont travailler en EHPAD ou qui vont travailler en crèche. Clairement, un même diplôme, mais deux boulots complètement différents. Et pourtant, un diplôme qui nous permet en fait de travailler dans ces endroits qui sont différents. Et ça, c'est un sujet en fait qui est primordial en fait pour nous, puisque le métier, et si on reste en fait vraiment sur cette idée de qualification et des niveaux dont on vient de parler, c'est ça qui nous permet de définir toute la capacité et l'envergure en fait que le salarié au niveau individuel a pour travailler dans ces multiples secteurs, et pas simplement que dans mon emploi. Lorsqu'on compare en fait le métier et l'emploi, vous avez un métier, ce métier RLCP, vous allez voir en fait l'ensemble des compétences en fait et des tâches que vous pouvez faire. Vous prenez en fait votre fiche de poste et vous comparez. Est-ce que, en fonction de mon métier et en fonction de ce qu'on me demande, c'est qu'il y a un corrélaire? Est-ce que c'est bon, on est bien sur la même chose? On est bien sur la même chose, on en demande moins, allez, pas de souci, mais on me demande plus. Comment ça, on me demande plus? Est-ce que finalement, là, on ne demande pas quelque chose qui serait d'un niveau supérieur ou d'un niveau inférieur? Je dis inférieur au niveau du diplôme, hein, vous comprenez bien. Ça, à partir de là, c'est là où on a le truc du glissement de tâches. C'est là où on est en train de dire, attendez, moi, j'ai cet emploi c'est pour faire ça. Vous me demandez en fait de gérer, je sais pas, des plannings, excusez-moi, mais ça fait pas en fait partie des compétences qu'il y a au niveau de mon emploi. Vous me demandez en fait de faire quelque chose qui est supérieur en fait à mon métier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous m'enlevez ça ou est-ce qu'on organise des choses différemment? Et c'est un réel sujet en fait que nous, en tant qu'organisation syndicale, il faut qu'on soit hyper vigilant par rapport à ça et pas juste traiter des fiches de poste en fait à la loi légale. La fiche de poste, c'est votre emploi défini tel que votre employeur il a envie que vous fassiez, les tâches qu'il a envie que vous fassiez. Il faut toujours, c'est intéressant de vérifier que c'est bien dans les compétences qui sont reconnues par votre diplôme. Et c'est là où on sait si on est bien dans nos compétences validées par notre diplôme, et donc des choses qu'on a apprises, qu'on sait faire, après on les apprend, on les bien plus ou moins, et de votre fiche de poste qui correspond à l'emploi déterminé par l'employeur. Lui, il a besoin d'un emploi qui est une fonction, d'un emploi qui fasse ces tâches-là. Il va les apprendre à un salarié et puis il va le fouiller. Mais sauf que non, c'est là où la CGT elle dit attention, le glissement de tâches. Oui, nous on n'est pas pour. Si vous faites une tâche supplémentaire, vous avez une petite prime. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et aussi accroche parce que de toute façon on a des salaires tellement merdiques tellement bas, que du coup on finit par y tenir à ces primes-là pour la petite tâche supplémentaire qu'on nous a demandé de faire. Mais si on avait des niveaux de salaire décents, on ne se poserait pas la question. Si on avait des niveaux de salaire décents, on ne serait pas à regarder si l'autre qui fait un peu plus ou un peu moins, il a une prime ou pas par rapport à son salaire. On n'en serait pas là si on avait des niveaux de salaire décents qui nous permettent de vivre. On serait, comme on a pu l'être à une époque, bien plus dans notre travail collectif, nos complémentarités en termes de professionnels et concentré sur notre travail. Et là, on a ce système qui a largement développé de si vous faites une tâche supplémentaire par rapport à la fiche de poste et l'emploi que je vous ai attribué, pour lequel je vous ai embauché, je vous donne une prime. Sauf qu'en fait, si ça se trouve, c'est déjà dans vos compétences. Et donc, ça se réfléchit selon la situation, c'est du cas par cas. Ça demande, est-ce que ça demande plus de temps? Est-ce que ça vous enlève d'autres tâches? Mais en tout cas, il ne faut pas vous dire que votre métier, c'est ce qu'il y a dans votre fiche de poste. Votre métier est souvent bien plus large. Et il est défini. Il est reconnu. C'est donc l'employeur qui a décidé, dans le cadre de sa fiche de poste, de rajouter cette tâche et donc de lui donner une petite prime supplémentaire. Mais si elle change d'entreprise, elle va la perdre cette prime. Elle ne se base sur rien, cette prime.
elle se base sur la volonté propre de l'employeur par rapport à ce salarié-là. Donc à un moment donné, c'est aussi là où il est important pour la CGT de rester sur les métiers, et pas sur les fonctions et les emplois qu'ont créé nos employeurs parce que ça correspondait à des tâches qu'ils avaient besoin que nous fassions dans leur établissement. Donc le vocabulaire, il est vachement important parce qu'ils en jouent. Ils jouent avec ça. Et le métier et l'emploi, c'est complètement différent. Et pour les gens qui ont un diplôme, vous avez un métier avec des compétences qui sont reconnues. Et si on vous en demande plus, eh ben, ils n'ont qu'à vous former. Ils n'ont qu'à vous former par rapport aux tâches supplémentaires qu'ils vous demandent, pour que vous soyez qualifiés, que quand vous alliez travailler ailleurs, eh ben, vous puissiez le faire valoir. Parce que sinon, vous les perdez juste vos primes, en fait. Vous perdez du salaire, donc vous restez. Même si vous êtes mal, ben, voilà. C'est un sujet, enfin vraiment, moi j'insiste là-dessus, ça peut sembler un peu théorique, comme ça on voit de quoi il parle, mais c'est un sujet qui est hyper important, parce que c'est ça qui vraiment qui va structurer le pourquoi en fait on se pousse pour avoir de la formation diplômante, qualifiante, certifiante, diplômante. Bah, si on n'a pas ça en tête, en fait, on arrive gentiment sur ce que nous proposent en fait les employeurs, sur un salaire au mérite en fait, un salaire à la tâche, ou indirectement ce que même peut proposer la CFDT, où ils disent bah, écoutez, il y a des glissements de tâches, on ne peut pas faire autrement de ces glissements de tâches, et donc il suffit juste d'avoir la petite prime en fait qui va derrière. Et ce que dit Julie est très juste. Nous, si on parle en fait d'une convention unique et étendue, c'est que je travaille à cet endroit, mais si en fait à un moment je devais travailler sur un autre endroit pour X ou Y raison, je déménage ou autre, eh bien je dois avoir les mêmes, on verra ça plus tard, mais je dois avoir les mêmes avantages qui est une reconnaissance en fait de ce que j'ai pu faire en fait ultérieurement. Or, une petite prime ou un petit mot dit ouais, il est très sympa, il les a amenés, il les a amenés à l'hôpital quand il y a besoin de les amener à l'hôpital alors qu'il est en service technique. Bah non, ça marche pas en fait, parce que ce sera pas reconnu. Ok ? Quelles vont être les conséquences du nouveau diplôme d'éducateur spécialisé? La fiche de poste, c'est la même. En fait, il y a une réforme qui a été opérée en 2018 sur nos diplômes. Dès les années qui précédaient, la coordination est une fonction qui a été mise en œuvre sur les terrains. Mais nos représentants dans les CPC, dans les commissions paritaires de consultation qui ont négocié la réforme de 2018, ont lutté ardemment justement pour que dans notre nouveau référentiel, il y ait la coordination de projet, mais absolument pas la coordination d'équipe. Aujourd'hui, il y a un ES qui veut une fonction de coordinateur. Il faut qu'il aille, après son diplôme d'éduc, parce que c'est notre métier, nous, c'est ce qu'on défend dans notre école, qu'il aille chercher la formation spécifique qui est faite dans notre école toulousaine et qui est très bien faite, et qu'il aille chercher ce certificat supplémentaire pour une fonction qui est autre chose que notre métier. Actuellement, et moi ça rejoint une des questions que je voulais poser, on a une nouvelle réforme qui est en train de se préparer, c'est dans les tiroirs. Moi je suis assez en lien avec les formateurs qui ont participé à l'ancienne réforme et qui étaient à la CPC. Je fais partie d'une association nationale de formateurs et qui nous disent la difficulté aujourd'hui, c'est que tout est en train de se faire en coulisses et qu'on n'est absolument plus associé au débat et aux échanges sur la prochaine réforme. Or, il y a une réforme déjà du diplôme de moniteur-éducateur qui est tombée, dans lequel ce qu'on voit, c'est que notre formation qui avant était construite sur 4 domaines très distincts, maintenant ça va être 3 blocs dans lesquels il y a un peu de chaque. Ce qui fait que l'employeur qui enverra quelqu'un se former pour un seul bloc, il aura finalement une espèce de mini-tout, un peu d'équipe, un peu de projet, un peu de sciences humaines, un peu de... Voilà. Et en fait, il pourrait suffire pour faire une réduction de la fonction actuelle d'éducateur, moniteur, éducateur. Voilà. Donc le risque, c'est vraiment qu'on ait ensuite des personnes qui viennent se former sur une partie de ce que sont nos diplômes actuels pour finalement opérer la même fonction sur le terrain. Donc moi, je crois vraiment qu'il y aurait intérêt, je le dis, à ce que les représentants qui travaillent sur la négociation de la convention collective aillent à la rencontre de ceux qui travaillent sur la réforme de la formation, parce qu'il est évident que les conventions collectives vont s'appuyer sur l'armature et l'architecture qui est déjà en train de se construire du côté des diplômes. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais. C'est très très clair en fait c'est déjà le cas même. On travaille
par exemple, au niveau de la CPC, je travaille avec Alexandre Le Barbet, qui est éducateur également, et qui a un mandat au niveau de la conf sur cette question. Mais le problème, c'est que, alors, pour redonner en fait le contexte, dès qu'il y a un diplôme, qu'il y a une réforme des diplômes, je crois que c'est depuis la loi 2018, normalement chaque diplôme doit être revu en fait tous les 5 ans. C'est un énorme problème parce que imaginez, ils ne sont pas tous revus tous les 5 ans, c'est pas forcément même nécessaire de le faire, mais d'un coup c'est un peu le branle-bas combat où on va inviter les organisations syndicales, on va inviter les organisations employeurs, il y a évidemment des référents du ministère, et il y a des professionnels, des associations, on va pas se mentir, qui est sur le volet, qui d'un coup vont représenter l'ensemble de la profession sans forcément être hyper représentatif. Bon. Et à partir de là, c'est une consultation, c'est de la consultation, ou un avis, et où une bataille peut avoir lieu pour essayer de faire reconnaître les diplômes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut garder. Et après, c'est le ministère en fait qui est en capacité de choisir et de décider, et parfois dans un sens ou dans l'autre. Et sur la question en fait, de la formation professionnelle, on le voit, c'est un peu sur ça en fait qu'on voulait aller. Nous, on est sur une énorme crainte, et on a pu voir en fait la dernière ministre de la Santé, Vautrin, qui a commencé à en parler en disant on a marre en fait des diplômes. Comment ? Disparition. On a marre des diplômes d'État, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui est un peu compliquée, même quand on l'aborde en fait au niveau de la CGT. Et donc au niveau de la CGT, je parle au niveau de la Confédération. Tu me dis si je me trompe, Julie, mais moi c'est comme ça que je le comprends. Nous, on a quand même des diplômes d'État assez normalisés en fait, qui demandent un certain nombre d'années, etc., etc. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde d'autres professions, d'autres champs, ça peut être une construction qui est moins lourde, ça peut être une construction qui est moins réglementée, ça peut être une construction qui est plus... comment dire, on va créer en fait des semi-diplômes, etc. Et c'est vrai que là, nous, on essaie de se battre au maximum pour faire reconnaître nos diplômes d'État, mais on a une énorme crainte que tout explose. Déjà, je vous peut-être déjà en lien sur ce qui se passe au niveau des infirmiers, c'est assez compliqué, puisque le diplôme d'État des infirmiers est en train, ce qui concerne également les secteurs, est en train d'être revu, et ça tend, dans les retours que nous avons, à aller vers des diplômes qui seraient plus des diplômes un peu régionalisés, en fait, en fonction des besoins de l'employabilité, que sur un diplôme d'État qui soit réellement un diplôme considéré comme un diplôme national. Et c'est toute la crainte aussi quand on voit les employeurs qui nous disent « Oui, le diplôme, vous avez raison », est-ce que par derrière, ils ne sont pas en train de les défoncer totalement ? Et est-ce que c'est pas déjà trop tard quand on voit la réforme de la formation ME qui a déjà été actée en septembre ? Et en fait, c'est une réalité ce que tu dis et ce que t'ont dit les copains qui siègent dans les CVC, parce que moi j'ai vu la différence parce que les lois de travail, etc. sous Hollande, on y était déjà, donc moi j'y étais déjà, donc on avait des discussions avec les ministères. Macron, pas de discussion. Tout est pris et en fait on nous invite après que les décisions soient prises pour cautionner le fait qu'on a eu un échange avec les organisations syndicales et pouvoir dire ça aux journalistes. Mais ça n'est plus du tout. Il y a eu un réel changement avec la Macronie, vraiment, dans la question du dialogue et du mépris de nos avis, de nos propositions. Il y a eu un vrai changement à ce niveau-là. Et sur la réforme professionnelle, il est bien évident que ce sur quoi nous luttons et que nous portons et défendons, c'est qu'il est hors de question de faire travailler un salarié de reconnaître un salarié sur un seul bloc de compétences. Soit il a un diplôme, soit vous lui faites faire des choses et vous vous engagez à le qualifier. Et à ce qu'il ait le diplôme qui correspond à ce que vous lui faites faire. Mais travailler avec un seul bloc de compétences, pour nous, c'est évidemment que c'est non. C'est important que ce soit en fonction, pour la CGT, la réponse par rapport à ces blocs de compétences, c'est en fonction de la demande du salarié. Tu l'as demandé ou tu le veux ou tu le veux pas. Tu l'as demandé ou tu l'as pas demandé. Et du coup, c'est là où on doit être extrêmement vigilant et toujours, du coup, dans la comparaison aussi, justement, de ce qu'on leur fait faire et ce que tu décris, du coup, c'est en effet très dangereux d'avoir mis un petit peu de tout dans chaque bloc, parce que du coup, comme ça, avec un seul bloc, ils sont capables de faire un petit peu de tout. Mais sauf que, et c'est là où dessus on se bat vraiment, c'est que pour nous, on base. Et ça, Pierre-Paul va le développer, mais le projet CGT part des métiers existants et reconnus au sein de la base, de rien d'autre.
on a déjà vu les dérives des formations demandées par des employeurs pour leur association, à des écoles, avec des dispositifs qui sont hors cadre légal. C'est-à-dire des étudiants à qui on va proposer une formation en 2 ans pour n'être formés que pour les besoins de l'association en question, alors qu'ils n'ont pas les prérequis pour avoir une formation en 2 ans. Résultat, un tiers qui quitte la formation en cours et un tiers qui n'exerceront pas. Et en service de personnes. Et en plus, qui ne sont pas reconnus dans d'autres établissements, donc directement ils perdent, ils n'ont aucune reconnaissance de ce diplôme qu'ils ont passé dans une autre entreprise, parce que c'est un diplôme d'entreprise, et ça on se bat. À l'Opco-Santé, il y a eu un blocage, la CGT a réussi à fédérer les organisations syndicales pour bloquer, justement, c'était sur les aides-soignantes au rabais, là, où on a réussi à bloquer le fait que l'Opco ne financera pas ça parce qu'on financera des diplômes complets d'aides-soignantes et pas autre chose. C'est un réel problème, et les employeurs jouent beaucoup là-dessus. C'est un souci parce que, donc ouais, sur la question de l'OPCO, on a la chance en fait que notre OPCO santé, en fait, c'est la fédération qui gère ça, en quelque sorte. Après, sur la question de l'OPCO, quand on commence à comprendre, en fait, on va avoir un plan de développement des compétences, un plan de développement des compétences, en fait, va être également lié, en fait, sur les décisions qui ont été données, en fait, par l'OPCO, qu'est-ce que l'OPCO, en fait, va pouvoir prendre en charge, etc. Il y a toute une construction, en fait, qui est, ma foi, qui est assez intéressante et qui permet de cibler certaines formations qui sont acceptées, en fait, par l'OPCO et que l'OPCO va vraiment financer. La CGT est présente au bureau de l'OPCO, hein, donc on est pleinement dedans, on a des camarades qui sont sous les dossiers, c'est assez complexe, et qui essayent de continuer à mettre une politique sur ces questions qui en deviennent un peu trop techniques. Un des moyens de pression en fait, de l'OPCO, c'est de dire, bah non, si la CPME, qui est encore un autre organe, en fait, mais qui est en lien avec l'OPCO, parce que c'est en lien avec la formation professionnelle, n'est pas d'accord sur un type de formation qu'on va financer, eh bien finalement c'est sur vos fonds, enfin c'est sur les fonds propres de l'association que vous allez faire ce type de formation. Et donc ça c'est un truc qu'on voit beaucoup en fait au niveau du lucratif notamment. Hein. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois avec les camarades. On va avoir des espèces de formations maison qui se mettent en place, donc comme on disait qui n'ont pas cette reconnaissance, mais en même temps cette formation maison ne sera pas financée en fait par l'OPCO, donc ne sera pas financée finalement. L'OPCO, vous savez, c'est des dotations qui sont prises sur l'ensemble des associations. Je pense pas du tout qu'on allait parler de ça, mais c'est des sujets qui sont importants parce que c'est clairement transversal, on va pas se mentir. On a été alerté lorsqu'il y a eu la formation AME, enfin lorsqu'il y a eu en fait la CPC qui commençait à avoir les AME. Après, c'est nous en tant que fédération de territoire syndicats où il faut réussir en fait à créer des groupes de travail spécifiques là-dessus pour pouvoir parler et pour pouvoir échanger sur c'est quoi les problématiques, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc., etc. Et ça nous permet en fait d'avoir une base logique et une base concrète de quelles sont les dérives qu'on peut voir, qu'on a pu voir mis en place pour donner matière en fait à négocier lors des CPC. Nous, par exemple, il y avait une réforme très spécifique il y a quelques années sur le diplôme des profs CAPEJ. Les profs CAPEJ sont les profs de sourds. Je ne sais pas si vous en avez dans les structures, peut-être pas, ok. Donc bah voilà, leur diplôme risquait de disparaître parce qu'on considérait que c'était pas assez. Bon, bah, nous, on a envoyé quelqu'un de notre syndicat et on a essayé de créer un collectif par rapport à ça, où il y avait des gens de Marseille, de Bordeaux et autres, pour parler des profs CAPEJ et pour pouvoir défendre pleinement en fait ce métier avec ce type de compétences, pourquoi on défend ça, etc. Maintenant, encore une fois, c'est notre travail. C'est notre travail de défendre en fait notre outil, de défendre notre métier. En fait, en vrai, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais sur les personnes qui vont se syndiquer à la CGT, ce sont des gens qui aiment leur boulot en fait. Et c'est des gens aussi qui aiment leur diplôme et qui veulent le défendre et qui en ont marre en fait de voir les conditions de travail qui sont en train de se péter. Donc il y a ce truc en fait sur lequel on essaye de peser de tout notre poids. Maintenant, encore une fois, hein, que ce soit Macron ou que ce soit les dérives gouvernementales qui vont se mettre en place, on peut être bloqué. Ça c'est sûr. On peut ne pas être entendu. Qu'importe, il faut continuer. C'est pas des moulins à vent pour autant. Là, tout à l'heure, on vous a donné un truc. Bon, il y a une liste. On parle des métiers. On vous disait, mais en fait, les métiers dans la base, ils existent. Mais là, on se fait joyeusement bananer par nos employeurs directs. C'est qu'ils nous disent oh là là, avec la convention, elle est trop vieille, la 51, la 66, c'est trop vieux, parce que, regardez, tous ces emplois, ils ne sont pas reconnus, on ne sait pas où les mettre. Encore une fois, on arrive sur l'autre côté, bah oui, un emploi n'est pas un métier.
c'est une difficulté. Donc lorsque vous avez des chefs divers et variés, ou des chefs de projet, etc., ben, ce n'est pas un métier. Donc en effet, où est-ce qu'il faut le mettre, où est-ce qu'on le référence, ben, c'est notre question. Et on a pu voir ça quand même avec la mise en place des CEPOM, et de plus en plus, la mise en place des CEPOM a permis en fait d'avoir une dotation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Pas toutes les assos ont la protection de l'enfance, on n'en est pas normalement. Ah merde. Pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, sur la question des CEPOM, on a des financeurs qui bossent, qui disent bah voilà, on se donne un temps, 3 ans, 5 ans. Ce temps, on va vous donner en fait un budget, et puis vous avez le gérer, et à la fin en fait de ce temps imparti, 3 ans, 5 ans, on voit ce qu'il en est. Mais avant, alors qu'on avait des enveloppes qui étaient relativement claires sur qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit le mettre, sur quel type de salariés, avec quel type de formation, etc. Ben là, c'est à la main, et on a vu apparaître des trucs très spécifiques. Moi, j'ai vu ça en IME, où d'un coup, les éducateurs dans un IME ont été transformés en fait en maîtresses de maison. Et donc, tu avais un éducateur et puis 4 maîtresses de maison. Bon, ben voilà, vous imaginez bien que ça gueule en fait, et ça va gérer, hein, pourquoi pas. Et parallèlement à ça, ils ont créé en fait d'autres postes qu'ils ont pu financer, notamment à l'intérieur de leur siège, pour monter en fait des structurations. Alors il y en a de plus en plus des assos qui ont quand même un paquet de thunes, et puis on voit apparaître un tel qui va s'occuper de l'immobilier, un tel qui va s'occuper du don, un tel qui va s'occuper de ci, et ça ce sont des financements, ce sont des dotations en fait qui viennent faire ça. Donc au lieu de s'occuper directement des personnes qu'on accompagne, on est sur une organisation en fait en interne de développement en fait de l'association au plaisir et au détriment c'est sûr, mais en tout cas dans un désir de nous faire monter et faire grossir en fait l'association. Les métiers ils existent. On a eu une enquête emploi et c'est sur ça en fait notamment qu'on a pu travailler. Les métiers existent et donc on a des métiers qui sont dans le médical, le paramédical, le soin, l'éducatif, le travail protégé, le service des moyens généraux, etc. Et donc on a déjà tout ça. On peut les normaliser et on peut dire ben voilà tous les métiers en fait qui sont à l'intérieur du champ de la base. Le reste, n'étant pas un métier, n'a pas à apparaître en fait comme un métier. On le rapproche en fait du métier qui est le plus correspondant. Et donc on arrête en fait d'inventer l'eau tiède, Alors, on a regardé en fait comment étaient construits nos diplômes à l'époque où on l'a passé, parce que ce bloc de compétences c'est un nom, c'est juste un nom, ça avait d'autres noms avant. Quand j'étais à la fac, c'était des unités des UV, des UM, je sais plus, des UE. Ouais. Mais j'avais quand même un découpage de mon diplôme en UF. Ouais. Et on a regardé pour différents métiers comment ça s'appelait. Il y en a pour qui c'était, je ne sais plus quel terme on a trouvé, mais des modules. Il y en a pour qui c'était des unités d'enseignement. Et donc, parce que les gouvernements ont quand même tendance à mettre des nouveaux mots pour faire croire que ça vient d'eux sur des choses qui existaient déjà, en faisant croire qu'ils viennent de l'inventer. C'est quelque chose qui est arrivé qui a fait peur, qui fait peur, qui n'est en fait que les anciens UE, les anciens UV, les anciens modules, le découpage des diplômes, en fait, il n'est pas nouveau en soi, mais c'est la manière dont nos employeurs s'en sont saisis pour aujourd'hui, en effet, essayer de nous faire travailler uniquement par rapport à des blocs de compétences. Ce n'est pas les blocs de compétences qui doivent faire peur, c'est le fait de ne pas pouvoir exercer si tu n'as pas ton diplôme en entier. Ou alors dans ces cas-là, ça correspond à autre chose et tu peux pas prétendre à être éducateur spécialisé si tu n'as pas tout ton diplôme. Tu peux pas prétendre être psychologue si tu n'as pas tout ton diplôme. Il y a quand même, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. C'est pour ça que la formation des aides-soignantes en 12 heures, donc j'exagère, mais c'était la formation au rabais. À un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. On a besoin d'être formés. On a besoin de sortir avec l'ensemble de nos blocs de compétences pour être un professionnel complet
dans ce qu'on nous aura appris, dans ce en quoi on nous aura formé. Il faut savoir par exemple que la VAE aujourd'hui, c'est un non-sens, mais ne nécessite plus aucune heure d'expérience pour se présenter à une VAE. Validation des acquis par l'expérience. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir travaillé un seul jour en institution pour prétendre à une VAE. C'est un énorme problème en fait sur la réforme qu'il y a pu avoir, la dernière réforme qui a été conduite notamment par Borne, c'est ça. Et donc en fait maintenant vous avez un truc qui s'appelle des architectes de parcours. Alors je ne sais pas si encore ça y est, ça a été acté. Et l'architecte de parcours n'a pas de formation en tant que tel, et donc il peut être n'importe qui, va répondre au téléphone et en fonction de ce que je perçois dans ta façon, ta diction, etc. Et ben finalement je peux t'orienter peut-être vers un diplôme qui pourrait aller. Et là, vous vous rendez compte que c'est un délire monumental qui est flippant. On rappelle, hein, avant on était sur un truc, il faut un minimum de 5 ans d'expérience, peut-être plus avant. Moi je me souviens de 5 ans d'expérience. De 5 ans, on est passé à 3 ans d'expérience, c'était une connerie. Ensuite, on est passé à 1 an d'expérience, c'est osé. Et là maintenant, c'est finalement, a-t-on besoin d'expérience? Voilà. Moi je peux parler. Alors, juste 2 secondes. Parce qu'il faut qu'on avance. Ce qu'on nous propose là, c'est qu'on aille effectivement, bien sûr qu'on prend ta question, Laurent, il n'y a pas de souci, mais qu'on aille vraiment sur le projet CGT de CCE, d'accord? Et peut-être réserver vos questions pour cet après-midi à partir de 15h, où il y aura, comme on l'a dit, le point actualité, mais aussi l'ensemble des questions que vous souhaiteriez poser à nos camarades négociateurs et négociatrices.